Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. On commence avec l'analyse fracassante de Wilfried Mbappé. Dans un long entretien à l'équipe, le père du capitaine des Bleus est notamment revenu sur le manque d'efforts défensifs de son fils et pour lui ce n'est pas vraiment un problème et chaque poste a ses objectifs. Le latéral c'est un attaquant ou un défenseur, on lui demande quoi? Je ne dis pas que Kylian ne doit pas défendre mais à quoi on juge un joueur? Un latéral je m'en fous qu'il centre bien, à chaque poste sa spécificité. On critique un mec qui met quand même 60 buts par saison. Ce que je lui reproche par contre, c'est que s'il y a un combat pas loin de toi, viens aider. Voilà qui a le mérite d'être clair. Pour appuyer ses propos, il a pris l'exemple de celui qui l'a remplacé numériquement au Paris Saint-Germain, Gvichak Kvaratskhelia. Arrivé du Napoli cet hiver, le Géorgien n'a pas eu l'impact statistique de Kylian Mbappé, mais a remporté la Ligue des Champions avec le club francilien contrairement au champion du monde 2018. Mais pour Wilfried Mbappé, l'important jeu sans ballon du numéro 7 parisien n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Je peux choquer en disant ça, mais la course qu'a faite l'ailier du PSG en finale de la Ligue des Champions à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu, il fait des choses que les autres sont incapables de faire, ce n'est pas pour autant qu'on va dire que Vara ne met pas 60 buts par saison, donc chacun se positionne comme il veut, mais je fais partie de ceux qui ne diront jamais ça aux attaquants, et pas parce que c'est mon fils, je ne dis pas qu'il faut pas défendre, mais s'il ne doit faire que des replis défensifs, on n'est pas dans la même pièce, a-t-il déclaré. Une prise de position forte du père de Kylian Mbappé qui ne veut pas voir un coach dénaturer le jeu de son fils en lui imposant trop de travail défensif. Didier Deschamps et Xabi Alonso sont prévenus. Et justement, après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps vit sa dernière saison avec l'équipe de France. Si son successeur semble être Zinedine Zidane, rien n'a été officialisé pour le moment. Un constat qui semble partagé par Thierry Henry, même si l'ancien Gunners n'a pas nommé directement l'ancien entraîneur du Real Madrid. On sait tous qui sera le nouveau sélectionneur, vous le savez et je le sais, et je lui souhaite l'au meilleur, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en ligne sur la chaîne CBS relayée par l'équipe. De retour de sélection avec les Bleus, Benjamin Pavard, recrue surprise de l'OM dans les dernières heures du mercato, est arrivé ce matin dans la cité phocéenne. Accueilli par quelques supporters et des journalistes, il a livré ses premières impressions partagées par la Minute OM. Je suis très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J'ai hâte d'être déjà au Vélodrome vendredi et de sentir la ferveur des supporters. Également interrogé sur son choix, il s'est expliqué. Pour moi, il n'y avait que l'OM dans ma tête, je ne voulais que l'OM. Avec Mehdi, on a eu une bonne discussion. Il fait du bon boulot ici depuis 2 ans, je suis heureux de rejoindre le groupe. Il y a un groupe de qualité, j'espère qu'on va faire de belles choses tous ensemble. En Corse à présent, l'AC Ajaccio vit des heures compliquées. Relégué de Ligue 2 en National avant d'être exclu de toute compétition nationale pour la saison 2025-2026, le club corse évolue aujourd'hui en Régional 2. Mais plusieurs noms bien connus de Ligue 1 s'activent en coulisses pour voler au secours d'un monument du football corse. En coulisses, Benjamin André, Vincent Marchetti et Rémi Cabella ont intégré le bureau directeur de l'association AC Ajaccio. Ces 3 pensionnaires habitués à la Ligue 1 ont décidé d'investir dans l'ACA selon Corse Matin. Si certains ont choisi d'investir, d'autres ont même accepté de rechausser les crampons pour venir prêter main forte aux ours. Thomas Mangani et Cédric Avinel pourraient sortir de leur retraite pour rejouer avec la CA. De leur côté, Riyad Nouri et Andy Delors ont déjà confirmé leur arrivée. J'ai eu pas mal de propositions mais j'ai pris la décision avec ma famille de rester ici. La situation du club fait que j'ai très envie de l'aider et c'est une fierté pour moi aujourd'hui de porter à nouveau ce maillot. Aujourd'hui, peu importe la division, je suis fier de pouvoir participer à ce projet, a confié Delors au journal. Un bel élan de solidarité. Après vous avoir révélé lundi quelques exemples de tentatives osées de clubs français qui n'ont pas fuité durant l'été, à l'étranger aussi, les clubs ont également tenté quelques coups et là encore il y a du beau monde. À commencer par l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri. En toute fin de mercato, le Bayern de Munich avait placé l'attaquant international algérien sur sa shortlist, mais Gouiri voulait rester à Marseille et s'imposer tandis que le club allemand a finalement décidé de miser sur Nicolas Jackson. Autre offensive du championnat de France convoité cet été, Malik Fofana. Si le nom de la pépite belge de l'OL a circulé à Everton, Nottingham Forest, Liverpool et Chelsea, un autre club anglais a poussé en coulisses pour tenter d'arracher l'attaquant lyonnais dans les 2 derniers jours du mercato, Manchester United. Bien que tenté par l'idée de rejoindre le club mancunien, le club anglais attendait juste un signal du père du joueur pour lancer les hostilités et celui-ci n'est jamais venu. Autre dossier caliente de ce mercato, Elias Benseghir. En effet, l'ancien monégasque désormais à Leverkusen aurait pu signer dans un autre championnat et cela ne s'est pas joué à grand chose. À quelques heures de son départ au Bayern, une approche de Chelsea est venue remettre en perspective toutes les certitudes de l'international marocain. Ce dernier
dernier a alors pris le temps de peser le pour et le contre et a finalement décidé de rejoindre l'Allemagne. Un autre dossier a trouvé son épilogue le dernier jour du mercato, Randal Kolo Muani. Si la Juventus a songé à récupérer l'international français, c'est Tottenham qui a finalement raflé la mise. Pourtant l'attaquant de 26 ans aurait pu choisir une destination plus exotique. L'Arabie Saoudite avait fait de l'attaquant des Bleus une cible prioritaire du dernier mercato estival, mais l'ancien Nantais voulait absolument rester en Europe. S'il n'a en revanche pas animé le mercato, Lamine Yamal a tout de même animé l'actualité cet été et continue de le faire à quelques semaines de la cérémonie du Ballon d'Or auquel il fait partie des principaux favoris. Dans une interview pour le podcast Resonancia de Corazón, l'ailier du FC Barcelone a évoqué ses chances de remporter le trophée. J'ai dit à mes amis, je ne rêve pas de gagner un seul Ballon d'Or, je rêve d'en gagner plusieurs. Je pense être un joueur qui a les capacités pour y parvenir et si je n'y parviens pas, c'est parce que je n'ai pas bien fait les choses ou parce que je n'en ai pas eu envie. Je rêve donc d'en remporter beaucoup et le jour viendra, et quand il viendra, je serai très heureux, mais je vais vouloir continuer à en gagner. À seulement 18 ans, le prodige espagnol ne manque pas d'ambition et veut marcher sur les traces de Lionel Messi, vainqueur à 8 reprises du Ballon d'Or. Et justement, l'Argentin qui joue actuellement à l'Inter Miami devrait disputer sa dernière Coupe du Monde en 2026, une année où les élections auront lieu au FC Barcelone dans laquelle l'Argentin est d'ores et déjà sollicité. La Cadena Ser révèle en effet que la Pulga a été contactée par l'équipe de Joan Laporta, candidat à sa propre réélection, pour y prendre part de près ou de loin. S'il est encore un peu tôt pour en savoir plus, le capitaine de l'Albiceleste n'a pas exclu d'apporter son soutien au président sortant du Barça. Autre joueur de l'Albiceleste, Leonardo Balerdi est pointé du doigt après la défaite des siens face à l'Équateur à l'occasion des qualifications pour le Mondial 2026. Déjà en difficulté en début de saison avec l'OM, le défenseur ne s'est pas rassuré en sélection. Titulaire lors de la défaite 1-0 contre les Équatoriens, les médias locaux qui avaient volé à son secours avant la rencontre n'ont pas été tendres. C'est notamment le cas de Taïk Sport qui lui a accordé la note de 5 en ajoutant un commentaire. Il jouait bien jusqu'à ce que Valencia le bouge et qu'Otamendi soit expulsé. Il défendait en 1 contre 1, découvert et il a pris des risques. Son jeu était très faible, l'Argentine a une bonne défense centrale, mais c'est parce qu'elle compte sur Cuti Romero et Lisandro Martinez pour assurer la défense pendant longtemps, a même ajouté le quotidien argentin. Nouveau coup dur pour le défenseur olympien à l'approche de la Ligue des Champions. Chez le rival brésilien, en revanche, un joueur est encensé, il s'agit d'Estevao, le nouvel ailier de Chelsea. Buteur avec la Seleção à 18 ans face au Chili, celui qui est considéré comme l'un des plus grands cracks de sa génération a brillé. Interrogé par Globo, Estevao a notamment dévoilé les coulisses de sa relation avec le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti. Il m'a donné toute la liberté du monde pour jouer au football, pour être moi-même, ressentir tout ce qu'il représente, avoir des opportunités avec lui, c'est incroyable. J'apprends de plus en plus chaque jour, j'essaie d'apprendre beaucoup de lui. C'est un entraîneur très intelligent, quelqu'un qui veut toujours le meilleur pour nous. On passe aux officiels du jour et on commence avec une mauvaise nouvelle pour le Barça. Les retrouvailles avec le Spotify Camp Nou devront attendre. Après l'annulation du trophée Gamper cet été, cette fois c'est le choc de la 4e journée de Liga face à Valence qui devra se jouer à l'Estadi Johan Cruyff au sein du centre d'entraînement d'Écoulé. Dans un communiqué, le club catalan a expliqué travailler d'arrache-pied pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains jours, alors que la réception du PSG en Ligue des Champions approche à grands pas. Depuis sa montée en Saudi Pro League l'été dernier, Al-Qadsiya ne cesse de voir les choses en grand et a décidé de recruter Otavio. Arrivé en Arabie Saoudite la saison passée en provenance de Porto, le milieu portugais de 30 ans quitte Al Nasser pour le promu saoudien. Après l'éviction de José Mourinho la semaine passée, le Fenerbahçe a officialisé l'arrivée de Dominique Tedesco. L'ancien sélectionneur de la Belgique a paraphé un contrat de 2 ans avec la formation turque. 3 nouveaux membres élus au conseil d'administration de la LFP. Un vote électronique se tenait ce mercredi après-midi pour connaître les 3 élus qui allaient succéder à Jean-Pierre Caillot, Damien Comolli et Jean-Pierre Rivière. Ainsi, Fabrice Boquet, directeur général de l'OGC Nice, a largement dominé le scrutin avec 84,75% des voix. Il siégera aux côtés de Valdemar Kita, le président du FC Nantes fort de 76,68% des voix, ainsi que Loïc Ferry, président du FC Lorient qui complète le podium. La première réunion à laquelle ils participeront est d'ores et déjà prévue et aura lieu le 15 septembre prochain. C'était la belle histoire d'hier soir, Dominique Szoboszlai qui était ramasseur de balles lors de Hongrie-Portugal en 2009 où évoluait déjà un certain Cristiano Ronaldo a retrouvé le portugais. Mais cette fois-ci les deux hommes étaient capitaines de leur sélection à l'occasion des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après la rencontre, les deux joueurs se sont retrouvés dans le couloir. C'est notre image du jour, merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos.